Bonjour à tous et bienvenue à tous nos participants de par le monde. Nous sommes en direct depuis Miami du Wolfsonian. Nous allons parler aujourd'hui d'une des plus grandes collections d'art aux États-Unis. Notre épisode aujourd'hui fait partie d'une série de conversations menée par l'École des Arts Joailliers tous les mois. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous aimerions vous dire que l'école a été créée en 2012. Notre mission est de continuer à propager, à promouvoir la culture pour la joaillerie. Donc, sans trop tarder, je vais donner la bienvenue à mes collègues. J'ai Sang Moon Chu, qui est historienne de l'art et conférencière à l'École des Arts de la joaillerie, et Sylvia Barisione, qui est conservatrice en chef au Wolfsonian. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le Wolfsonian? Peut-être les gens aujourd'hui parmi nous n'en savent pas trop. Donc aujourd'hui, nous sommes au Wolfsonian, au bureau de la direction. Wolfsonian fait partie de l'Université internationale de Floride. Elle a été, le musée a été fondé en 1925. Nous sommes aussi une institution jumelée avec l'Institut des arts de Gênes, et nous nous concentrons principalement sur l'art déco et d'autres arts. Dans la même période, nous avons beaucoup de collections sur la joaillerie et aussi les arts décoratifs. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un sujet qui nous est très cher, qui est l'architecture et la joaillerie. Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Parce que nous trouvons qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'art de créer la structure, le savoir-faire et aussi l'architecture, entre la joaillerie et cet art-là. Donc, nous allons commencer avec ce très bel exemple qui est une alliance juive qui nous vient du 14e, qui est inspiré du 14e siècle, un trésor qui fait partie d'une collection de 700 pièces d'orfèvrerie. Et ce qui est intéressant de voir entre les différents modèles à la gauche et à la droite, c'est que nous avons une représentation du temple de Jérusalem. Et cette alliance est portée par la mariée pendant la cérémonie de mariage, et souvent nous avons cette symbolique qui fait partie de la cérémonie d'alliance juive, et nous pouvons voir l'architecture qui est très évidente ici, particulièrement sur le côté droit avec les dragons et l'inspiration de Minsk, de Biélorussie, avec l'architecture. Donc nous allons commencer avec cette idée de la joaillerie qui imite l'architecture, et nous allons aussi mener d'autres discussions sur d'autres sujets. Donc la discussion d'aujourd'hui est divisée en trois parties. Comme vous le savez, nous aimons avoir 3 chapitres. Nous allons commencer avec l'art avant l'art déco, quand les architectes étaient bijoutiers et vice-versa. Donc les arts avant, ils étaient beaucoup plus fluides et unis les uns entre les autres. Nous allons ensuite directement parler de l'art déco, qui est la source d'inspiration pour les artistes les artistes joailliers modernes. Et il faut savoir aussi que cette année, nous célébrons le centenaire de ce mouvement d'art. Et finalement, nous allons conclure avec toutes les sources d'inspiration, les différents styles d'art déco, comment ils se réunissent pour justement créer un style propre à l'ère contemporaine, avant de conclure sur la combinaison de l'art joaillier à Miami, à New York, et son lien avec l'architecture, et parler de ces magnifiques villes. Donc, sans tarder, nous allons commencer avec le premier chapitre, l'art avant euh, la déco. Comme nous le savons très bien, il y a beaucoup d'artistes, de sculpteurs et de de peintres tels que Botticelli et ses rivaux, Brunelleschi, ont tous commencé avec l'orfèvrerie. L'orfèvrerie était considérée comme un art noble qui consistait en la manipulation d'un métal extrêmement noble, qui est l'or. Et ses rivaux ont été commandités pour une commande
qui a été reprise par Lorenzo Ghiberti pour faire cette porte du baptistère de Florence et qui était la preuve ultime de, de la réussite de sa carrière. Donc derrière, nous avons l'ornement en or avec les sculptures et l'utilisation des mêmes outils dans l'architecture. Et donc c'était une première manifestation particulière de la joaillerie, particulièrement dans l'époque de la Renaissance. Donc, Arts and Crafts, comme vous le savez très bien, tous les arts nous mènent au mouvement Arts and Crafts, qui était un style et aussi une philosophie d'art. William Morris a été inspiré par l'architecte de Fusion pour repartir au Moyen Âge. Donc, on était dans l'époque de l'industrialisation. Nous avions l'exposition de 1851. Et donc, ils ont commencé à réfléchir au design et sur l'ornement. Et pour Fugen, qui a beaucoup écrit sur, sur le Moyen Âge, sur l'importance des pierres et les ornements, il disait que tout était beaucoup plus simple lors du Moyen Âge. Et donc, c'était plus facile de tout concevoir de A à Z et il est temps de revenir à cet art noble. Donc Maurice et ses amis, tels que Bressetti et Burne-Jones, c'était des amis à travers leur travail et ils ont ensemble créé cette maison avec Philip Webb, qui est une structure médiévale. Ici, il n'était pas uniquement en train d'imiter le style médiéval, mais la même structure architecturale du bâtiment est identique à ce qui se faisait au Moyen Âge. Et aussi la décoration. Et en parlant de Rossetti, qui est le grand-père de l'ère pré-raphaélite, euh, prôner l'art de tout ce qui était créé avant pré-Raphaël. Et donc ici, nous avons Rossetti qui a peint l'une de ses meilleures amies, Tani, qui est habillée ici avec une tenue en soie chinoise et qui a cette attitude très suggestive sur sa sensualité. Et autour de ses cheveux, nous avons un ornement chinois et qui est en train de jouer un instrument aussi asiatique. Et si nous nous concentrons sur ces bijoux, nous voyons qu'il y a une inspiration de l'ère victorienne. Et donc, nous avons décidé ici d'incorporer la joaillerie de manière surprenante ou si nous nous rapprochons de la broche qui est faite par un anonyme, nous voyons comment est-ce que le design est très structuré. Donc, à l'époque, on voulait soulever l'art de la joaillerie à un niveau plus élevé. Comme vous le voyez ici, William Morris a créé cette entreprise de design connue pour ses travaux faits à la main. Et comme vous le savez, les produits faits à la main sont connus pour leur prix et pour leur noblesse. Donc, nous avons connaissance de ces modèles et de ce design très artistique. Et il faut savoir que Dresser, Christopher Dresser, qui était ce designer connu pour son travail, il faisait partie de la même école que William Morris. Et il voulait utiliser la nature et les modèles de la nature comme une nouvelle mode. Et donc, reprenez ces motifs du sol jusqu'au plafond et nous vous montrons cela pour aborder un sujet plus tard. Et ici, Joseph Hoffman, qui est très connu pour, dans le même mouvement, qui voulait démocratiser l'art pour tous et pour tout. Et je ne vais pas beaucoup parler dessus, car nous allons revoir ce sujet plus tard, juste pour vous dire que la joaillerie était l'un des socles clés de création pour les architectes et les designers. Et le carré, ici, dans la broche de Hoffman, nous voyons que le carré devient le motif le plus préféré de Hoffman et de ses collègues, et ils utilisaient différents métaux pour l'ornement, des métaux plus ou moins nobles, peu importe la pierre aussi, ils n'utilisaient pas les diamants. Et donc ici, l'art devient une essence même pour influencer le travail des artistes en Europe ou même ailleurs.
Donc oui, en effet, l'idée du design total a été partagée par l'école de Glasgow. L'école de Glasgow a été fondée en 1845 où nous avons cette école connue pour avoir formé une grande génération d'artistes qui ont travaillé dans différents secteurs de disciplines telles que l'architecture, le design et même l'orfèvrerie ou la joaillerie. Et l'un des artistes clés était Charles Rennie Mackintosh. Et ici, nous avons l'un de ses projets clés qui était la conception d'une maison euh, qui a été conçue en 1901, où nous avons la conception pour une salle de musique dans une maison euh, euh, de joaillerie. Et dans cette deuxième photo, nous avons cette même photo qui a été totalement remodelée dans les années 60 et aujourd'hui est ouverte au public. Donc, vous pouvez aller visiter cette salle, la conception de la salle de musique à Bella Houston. Et donc ici, nous voyons cette signature de l'art de l'école de Glasgow et de Macintosh qui est très marquée par la géométrie, par la verticalité, la symétrie, un style qui sera développé aussi plus tard. Mais quand nous nous concentrons un peu plus sur les détails, surtout dans cette salle, nous voyons qu'il y a une subtile attention entre les géométries et les formes ovales et cette structure extrêmement géométrique. Nous avons cette opposition intéressante entre l'intérieur et l'extérieur et le choix de couleurs qui rappellent les verts. Et la même esthétique a été développée et appliquée aussi à la joaillerie à travers d'autres artistes écossais tels que Edgar Gilstrap Simpson ou alors Jessie Marion King. Comme nous le voyons ici sur la diapositive, nous avons ces bijoux, ce- cette suspension et cette boucle qui reflètent le design de l'intérieur et avec le mélange de matériaux qu'on voit aussi, tels que l'argent ou alors l'émail. Et donc, nous avons cette attention subtile entre les lignes géométriques et la fluidité des lignes inspirées du monde végétal. Un autre élément intéressant, c'est que Bruxelles était le berceau de l'Art nouveau et nous ne pouvons pas mentionner, bien entendu, nous ne pouvons pas ne pas mentionner, bien sûr, Victor Horta, qui était connu pour son travail architectural. L- Ici, nous voyons la l'utilisation de cette technique architecturale qui exprime la fluidité et la liberté des motifs floraux. Et cette même esthétique a été appliquée sur la façade de la boutique de Wolfer Frères à Bruxelles. Et ici, nous avons une autre pièce intéressante, le pendentif libellule, qui était exposé dans la même boutique, où nous voyons l'utilisation de ces motifs iconiques de l'Art nouveau, plus particulièrement pour la libellule qui était un emblème, un symbole clé de l'époque. Et ici, nous voyons par exemple l'utilisation des techniques élaborées par René Lalique sur de l'émail ouvert, connu sous le nom plique à jour, comme vous le savez très bien. Donc, nous le voyons dans cette pendentif libellule où nous avons ces couches d'émail extrêmement transparentes et on a l'impression que c'est du verre qui est très caractéristique de l'Art nouveau. Et une fois de plus, vous voyez, il y a ce rappel entre la joaillerie et l'architecture qui voulait célébrer la nature à travers les lignes, les couleurs. Oui, comme vous l'avez dit, nous avons commencé avec Arts and Crafts et tout le monde était inspiré par le travail de l'artiste et que tous les arts étaient entièrement liés, du sol jusqu'au plafond. Et en effet, les architectes que vous reconnaissez ici dans la bouche de métro, euh, Hector
Guimard, qui était connu pour, son design, des, stations de métro. Paris, à l'époque, était au centre de l'univers, artistique et plus particulièrement du mouvement art déco et l'une des lignes de métro devait être, repensée, pour l'exposition universelle et donc nous avons Guimard, qui a retravaillé cette bouche de métro et qui a essayé de rappeler la structure des ailes de libellule, comme vous pouvez le voir ici sur le plafond de la bouche de métro. Et le symbole de l'Art nouveau, à Paris, c'est ces bouches de métro et je sais que, la plupart, des Parisiens l'utilisent dans leur vie de tous les jours et l'Art nouveau, il faut savoir aussi qu'à l'époque, n'était pas apprécié à l'unanimité par, tout le monde et certaines des personnes qui soutenaient l'Art nouveau à l'époque étaient, principalement allemands et travaillaient dans la maison moderne et l'idée était de dire que l'art, se trouve partout et ce qui est intéressant de vous montrer ici, c'est le travail de Paul Folleau qui est lié à ce modèle de bouche de métro. Paul Folleau était un designer et un créateur, très concentré sur le travail du design. Son travail est intéressant parce qu'il est enfant d'un, artiste de papier peint et il est devenu un ensemblier pour, créer toute l'atmosphère, de chambre et de lieu et il faisait aussi du travail de joaillerie. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons, cette, ce bijou qui est, intéressant et nous aimons beaucoup le travail, de cette courbe, qui rappelle, les plantes, qui est inspirée de ginkgo et cette technique, dans l'art nouveau, dans la joaillerie, ne donne pas beaucoup d'importance à la, nature ou à la qualité des pierres, mais plutôt se concentre sur le dessin et sur la forme et nous voyons clairement que ces formes-là étaient inspirées par, Souba, des formes, de, bronze, courbé, mais vous voyez où est-ce que nous voulons en venir avec notre idée? Les designers et les artistes de l'Art nouveau étaient tous interliés entre eux dans les sphères artistiques et à partir, de l'ère contemporaine, tout cela a un peu trouvé, sa mort et s'est effacé et à l'époque-là, l'art était fait pour tout et pour tout le monde et maintenant nous allons parler d'un de nos héros de l'Art nouveau qui est Georges Fouquet. Nous avons un de nos collègues qui est un spécialiste de Fouquet, Florent Guéry, qui nous a beaucoup appris à propos de la dynastie de Fouquet. Georges Fouquet était l'enfant de Alphonse Fouquet, qui était un professeur et un joaillier du 19e siècle et un grand personnage historique et son fils, Georges, continue la lignée du travail, familial et donc il a appelé Alphonse Mucha pour, refaire, toute sa boutique. Donc, Alphonse Mucha conçoit la boutique à rue Royale et ils ont eu, cette, nouvelle boutique avec ce nouveau design marqué par, des pans, par, des sculptures de femmes, par, le rappel de la nature et de ces créatures du sol jusqu'au plafond avec des poissons, avec des dragons et autres. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce style était totalement nouveau et le jeune Georges Fouquet, va commencer à aider son père à élaborer le travail de joaillerie, de la boutique. Donc ils ont décidé de changer de style et pour sortir de la mode de l'art nouveau, ils ont, décidé de donner, tous ces éléments d'art de boutique et la façade, comme vous le voyez, est devenue de plus en plus géométrique, de plus en plus moderne et nous allons, vous expliquer plus tard pourquoi il y a eu cette, transformation. Et un autre élément, c'est, ce collier, ce pendentif, qui a été conçu par Jean Fouquet et où nous avons cette utilisation de couleurs extrêmement vives, mariées à des formes géométriques et symétriques. Et au centre, ce n'est pas un diamant, mais un cristal. Donc comme vous le voyez, encore une fois, la joaillerie ne voulait pas mettre en valeur beaucoup de pierres, précieuses. On utilisait des matériaux et des métaux et pierres moins nobles. Et Georges Fouquet ici est un personnage clé, dans le design et oui et c'est pour cela que nous allons à Vienne. La Wiener Werkstatt est un mouvement extrêmement important et très important aussi pour le style art nouveau. C'était
La Wiener Werkstätte a été fondée en 1903 par l'architecte Joseph Hofmann avec l'artiste Koloman Moser et l'industrialiste Fritz van der Fer. Ils étaient membres de la sécession de Vienna et qui a quitté l'académie pour créer un nouvel art. Et leur idée était de promouvoir l'art dans tout l'espace avec la volonté de créer différents ateliers tels que le Wiener Werkstätte, qui a commencé avec le travail d'argent et d'autres métaux, avec la joaillerie aussi, et avant de se transformer dans du travail de textile, par exemple. Et donc, la géométrie était la caractéristique clé de Wiener Werkstätte et l'utilisation particulièrement des carrés, comme nous l'avons mentionné. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons dans cet intérieur qui est le bar du cabaret Fledermaus à Vienne, où nous avons un travail extrêmement unique, artistiquement parlant, de Hoffmann. Ils ont aussi conçu les tenues portées par les serveuses. Et dans ce cas-là, nous avons une boucle de ceinture qui est conçue par Hoffmann qui montre cette disposition entre le blanc et le noir qui était typique du style de Werkstätte et l'utilisation de l'émail qui est de la glace. Donc c'est une matière pas noble. Et ces projets ont commencé en 1903 et 20 ans plus tard, c'est bien développé. Et malheureusement, il a pris fin à cause de la Grande Dépression. Et c'était un style extrêmement influencé et important et s'est bien développé à New York. Mais même à New York, il n'a pas pu survivre. Comme vous le savez très bien, les clients à New York n'étaient pas vraiment prêts pour une production moderne. Et entre-temps, en Allemagne, il y a eu un autre mouvement qui est intéressant et qui est lié à ce style, qui découle de l'industrie artistique. Oui, donc c'est cette idée de l'art disponible et accessible à tout le monde. L'art devenait de plus en plus cher. Donc l'idée était de briser cette tradition et de rendre l'art accessible. Oui, la volonté est de pouvoir apporter le bon design aux classes moyennes. Et malheureusement, vu que c'était des produits faits à la main, ils étaient extrêmement chers. Et l'idée de pouvoir développer l'art de cette façon n'a jamais été réalisée jusqu'à le post-Première Guerre mondiale. Et en 1919, à Weimar, en Allemagne, il y a eu un mouvement qui a été fondé par un groupe d'architectes qui se proclamaient comme des architectes rationalistes et qui concevaient aussi certains des immeubles à New York. Et ici, nous avons le deuxième bâtiment de la Bauhaus qui exprime très bien le principe fondateur de la Bauhaus, qui est l'union entre l'art et l'industrie. Et ici, ils ont appliqué l'art à toutes les productions industrielles. La dimension artistique devait être accessible à tout le monde à travers les processus mécaniques d'industrialisation. Donc oui, ils voulaient aller à l'encontre de la production de masse. Exactement. Donc nous le voyons à travers l'utilisation de différents matériaux, du verre, des métaux. Par exemple, la structure même du bâtiment en 1925, ici, comme nous voyons, le bâtiment du Bauhaus à Dessau. Ce que nous voyons, c'est que ce principe était même au centre de l'esthétique euh, de Bauhaus, de fait d'utiliser la fonctionnalité et la mécanique. Et nous le voyons aussi dans d'autres œuvres artistiques de la Bauhaus. Par exemple, nous avons au centre le poster créé pour l'exposition Bauhaus en 1923 par euh, Juice Smith, qui représente dans l'affiche de l'exposition l'inspiration de l'art abstrait, mais lié à la fonctionnalité et à la géométrie.
Et ici, nous avons cette dynamique entre les couleurs primaires, la géométrie et le processus mécanique. Et au milieu, nous avons Marianne Brandt, qui est l'une des rares artistes femmes de la période qui était en charge du département du métal au sein de la Bauhaus. Et ici, nous avons un autoportrait d'elle-même qui démontre l'expérimentation photographique où elle se met en scène en utilisant des créations joaillères extrêmement innovantes pour l'époque, avec ce chapeau, cette aura, on va dire, en disque pour orner sa tête. Et donc, cette joaillerie extrêmement architecturale, structurée, avec un pendentif sphérique. Et comme vous le voyez, elle a utilisé cette création joaillère pour exprimer sa position expérimentale dans l'art photographique. Et au-delà de Marianne Brandt, bien entendu, nous avions d'autres artistes de la Bauhaus qui ont vraiment innové l'art avec, par exemple, l'utilisation de différents matériaux malléables qui étaient bien utilisés par les artistes de la Bauhaus pour créer de nouvelles sculptures innovantes et d'autres bijoux avant-gardistes qui inspiraient d'autres artistes contemporains tels que François Schonlab, qui ici a utilisé les matériaux malléables pour la création euh, de ce bijou, ici, comme nous le voyons, avec des motifs bien, euh, bien visibles et innovants. Donc, enfin, nous arrivons à l'arrivée de l'exposition de 1925, qui était la grande manifestation et expression de cet art-là à l'époque. Nous avions tout ce mouvement d'innovation dans l'art et tout le monde était préoccupé par cette exposition de 1925 avec toutes ces innovations. Et l'exposition devait être préparée depuis 1906 et personne ne pouvait se mettre d'accord sur le vrai mouvement, sur la thématique. Et finalement, en 1925, nous avons eu la grande exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui s'est tenue à Paris. Nous avions des artistes de par le monde réunis au Champ de Mars et partout à Paris. Nous avions de très belles expositions de pavillons, tels que le pavillon d'élégance, qui voulait démocratiser l'art. Et nous pouvons le voir même dans l'enseigne de l'exposition avec ces énormes lettres, la nouvelle approche artistique où nous voulions démocratiser l'art pour tout le monde et aussi intégrer la dimension moderne qui était l'un des thèmes clés et comment est-ce que l'industrie faisait partie de cet esprit-là. Un des designers français qui était Jourdain, qui n'a jamais été invité à la Cour des Grands. Et une fois qu'ils ont enfin eu l'occasion d'être invités à la Cour des Grands via cette exposition, 21 pays, et les États-Unis n'ont pas participé, 21 pays ont participé à cette exposition. Bon, les États-Unis ont envoyé une grosse délégation, hein, pourtant, même s'ils n'étaient pas présents. Et donc, on voit, si vous René Lalique était vraiment un génie, hein, dans ce domaine. Donc, il a laissé tomber la joaillerie en 1912, et puis il était vraiment obsédé par le verre, un peu comme toujours d'ailleurs. Et donc, il a créé cette fontaine, la fontaine lumineuse, euh, 40 pieds de haut, 15, 16 niveaux, avec des muses qui sont sculptées, c'est les muses des rivières de France. On l'appelait la source de France. Voilà. Et donc, on a fontaine, électricité, la transparence, la lumière. Enfin, c'est vraiment, on est pile dans cet art déco, hein. On fait vraiment cette transition à art déco, à art déco. Et donc, il devient architecte aussi, parce que donc il crée cette structure. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on voit en termes de modernité, hein, comment dire, un certain nombre de règles de cette expo, comme à Turin avant d'ailleurs, c'est que euh, rien
de ce qui ressemblerait à 1900 sera accepté. Voilà, on veut pas de néo-gothique, néo-renaissance, enfin bref, voilà. Donc on parle de l'industriel, de cette nouvelle esthétique. Et ce qui est très important aussi à prendre en compte, et d'ailleurs très important pour moi aussi, hein, c'est que la joaillerie prend vraiment le, comment dire, le devant de la scène. Oui. Et donc que ce soit dans les habits et les bijoux, hein. Et donc on avait tous ces expos surtout dans le Grand Palais, et donc on voit ici à gauche hein, Éric Bage, hein, qui est un architecte très important, et donc lui, il a comment dire remporté un certain nombre de prix à cette exposition, et donc vous voyez un exemple hein, de ce qu'il a fait, donc c'est son stand d'ailleurs au Grand Palais, et bref, 30 des meilleurs joailliers français étaient représentés, hein, des 300 qui faisaient partie de leur entre guillemets, syndicat. Donc on a un certain nombre de maisons, hein, certaines qui n'existent plus d'ailleurs. En tout cas, Bach était très fier de cette nouvelle approche qu'il permettait. Et donc, c'est important de prendre en compte parce que toutes ces différentes disciplines hein, étaient un petit peu divisées. Et c'est la première fois que la joaillerie était mise avec la mode, avec le parfum, avec un petit peu l'accoutrement des femmes. Vous voyez, c'était pas uniquement les orfèvres qui étaient là aussi, hein, mais voilà, la joaillerie faisait partie un petit peu de la couture, de la mode féminine. Voilà. Et euh, il y a eu d'ailleurs un certain nombre de prix qui ont été remportés à ce moment. Bref, Bage était également dans la conception, le design de des bijoux, avec Fouquet notamment. Et donc on voit ici des exemples un petit peu de ces nouvelles formes un petit peu, et puis aussi les matières, le mail, le métal. Et donc bon, on s'est bien éloigné de la libellule hein, qu'on vous a présenté un peu plus tôt, que j'aime beaucoup d'ailleurs. En tout cas, bref, on voit voilà ce voyage vers la modernité, et on réussit à capter l'attention de tout le monde. Bref, on a parlé de luxe, l'ambassade française, on a parlé de luxe 18e siècle, bref, voilà. Un certain nombre de personnes, bon, étaient un petit peu déçues hein, dans le domaine du luxe parce qu'ils voulaient quelque chose de différent. Eh bien oui, en effet, et comment dire, on avait, comment dire, euh, une approche qui était menée, on va dire, par un groupe, hein, de l'UAM, l'Union des artistes modernes, une association qui a été créée en 1929 par des architectes très, on va dire, modernistes, hein, comme Raymond Templier notamment. Euh, on a Jean Fouquet aussi et de nombreux autres. Voilà. Et donc vous voyez ici le logo hein, de l'UAM qui a été créé par Pierre Legrain, un des membres, bien entendu, et qui est un artiste multifacette, disons, hein, qui travaillait pas uniquement sur les meubles, il a également travaillé sur un certain nombre d'autres. Je crois qu'il a été également en Afrique, non? Et il a été très inspiré d'ailleurs. Oui, en effet, on voit une inspiration africaine, en effet. Et donc, bref, vous voyez ici donc le logo UAM qui exprime tout à fait l'esthétique voulue hein, par ce groupe, hein, très, comment dire, très osé, très minimaliste aussi. Et on voit un petit peu ce, ce- le refus de tout ce qui n'est pas nécessaire. On est vraiment on arrive hein, de plus en plus dans le minimalisme. Voilà. Et euh, un des, une des rares femmes de ce mouvement, Charles Perriand, a proposé des nouvelles formes de bijoux. Vous voyez ici un exemple, un collier qu'elle a créé. Euh, et, et donc là, on a donc cet exemple donc du collier, donc où on a comment dire les perles que l'on trouve donc les huîtres qui sont remplacées ici par des billes métalliques hein, qui font un petit peu écho donc à cette modernité, à l'ère des machines. Et elle a porté ce collier assez souvent hein, pour comment dire montrer
cette nouvelle approche, ce nouveau mouvement. Et on a un petit peu la même idée ou le même idéal, disons, hein, de cette valeur un petit peu pour l'art mécanique et l'art industriel, et qui est au cœur des créations de Raymond Templier, qui était très, très innovant dans son domaine, hein. Euh, et donc, vous voyez ici cette broche, hein, qu'il propose, hein, qui est comment dire, très représentatif. Encore une fois, on a l'émail noir ici en diagonale qui accentue, on va dire, le dynamisme de la machinerie. Voilà. Vous voyez un petit peu tout qui est représenté, le mouvement exprimé par cette composition. C'est très intéressant d'ailleurs. Et on s'aperçoit que le diamant est en arrière, et c'est voulu, justement, là. L'idée exprimée, c'est, comment dire, que le bijou est plus important en lui-même que la préciosité de la pierre, voilà, ou de la matière. Et alors ici, on a une composition différente. Donc là, on est vraiment entre l'architecture et la joaillerie, avec un certain nombre de chefs-d'œuvre. Donc vous avez ici notamment Robert Mallet Stevens, qui était un membre fondateur, hein, de l'UAM, et donc il nous présente ici la Villa Cavrois, dans le nord de la France. Au milieu, vous avez de Michel Pollack, la Villa Empin à Bruxelles, en Belgique. Michel Pollack était architecte, n'est-ce pas? Et on a à droite donc la Villa Campiglio de Piero Portaluppi. Donc c'est un petit peu la version italienne, hein, de l'Art déco, qui qu'on appelait souvent Novecento, parce qu'on considère un petit peu le classicisme comment dire, dans l'architecture italienne. Et dans cette villa, il y a eu un film qui a été tourné, I'm Loved, qui a été tourné il y a quelques années. Et donc, vous voyez aussi un pendentif de Gérard Sandoz. Vous voyez un petit peu, hein, la symétrie, toujours qui est un motif de l'art déco, la géométrie également, en arrière-plan, hein, qui est un petit peu la- le- l'élément architectural qui est stylisé, on va dire, disons, et, et qu'on peut comparer un petit peu euh, avec les piscines des villas que vous voyez. C'est vrai que Sandoz était assez intéressant. D'ailleurs, on disait qu'il aimait beaucoup la vitesse, les femmes et euh, les paris. Mais bon, comment dire, il fait vraiment partie de ce mouvement moderniste avec l'aspect très géométrique, hein, dans ses créations. Alors, bon, on arrive lentement en faisant le tour du monde un petit peu, hein, on s'aperçoit que on a vraiment l'art déco partout dans le monde. On a la symétrie, la verticalité, la loi des trois, n'est-ce pas, hein? On en reparlera plus précisément quand on arrivera à Miami. Mais voilà, moi je voulais vous montrer un petit peu donc le théâtre Catet. Gonda est une figure très intéressante de l'art déco. Donc il est d'Autriche-Hongrie, prisonnier en Russie, et il a eu bien sûr une vie assez difficile, dure comme beaucoup. Il était moderniste. Alors lui, complètement, on l'appelait un petit peu euh, comment dire, le moderniste. Et d'ailleurs, on a oublié de dire que l'art déco vient des historiens d'art, hein. Mais bref, vous avez un certain nombre comment dire, d'approches dans les années 60, hein, qui sont arrivées, on va dire, à nommer, hein, ces mouvements. En tout cas, donc on a été persuadé que le cinéma allait pouvoir être utilisé un petit peu comme conducteur de ce mouvement. Et donc voilà, il a conçu, hein, ce théâtre, café-théâtre. Et d'ailleurs, si on traverse jusqu'à Miami, on a eu un exemple assez similaire. Oui, c'est vrai, à Miami. Donc, bon, alors on commence avec cet exemple parce que c'est très intéressant, surtout à côté de la broche. Donc, bref, on a ici, donc c'est l'hôtel Breakwater qui a été conçu par un immigré
qui venait d'Europe, qui était, né en Croatie, qui a étudié à Vienne, avant, d'immigrer aux États-Unis, en Colombie, et il est arrivé à Miami, dans les années 30, on va dire, quand, Miami a commencé, à se développer un petit peu ce monde de l'art. Et donc dans les années 30, il a conçu un certain nombre d'hôtels. Donc, ici, vous avez donc à droite, hein, l'hôtel Breakwater, et on a cette idée de verticalité qui est typique de l'art déco. Vous avez donc les fenêtres aussi, hein, avec les sourcils, hein, qui sont, utilisés. Les sourcils parce que bon, ça permettait de, comment dire, de créer de l'ombre, on va dire, dans les pièces. Et ce qui est très intéressant dans cette photo, pour nous en tout cas, donc Simon Chaput, heu, est, comment dire? C'est un photographe, et donc il prend un filtre, hein, sur les ciels bleus pour permettre de d'effacer, les nuages. Voilà, et donc ça donne cet aspect, ça permet, de vraiment se concentrer sur l'objet, de la photo. Très intéressant, et d'ailleurs quand on est passé, hein, devant ce théâtre, on voit vraiment les couleurs, et donc de le montrer en noir et blanc, c'est très intéressant. Et en fait, on voulait, justement faire un petit peu ce dialogue avec, ce bijou, hein, c'est une broche, à double clip d'ailleurs, et donc on peut l'accrocher sur l'habit, sur le chapeau, sur le sac à main, heu et donc on a ici, donc des diamants et rubis, hem et bon, comment dire? On exagère peut-être un petit peu, mais l'idée, c'est de montrer que l'art déco, peut vraiment, être représenté partout, en architecture et en joaillerie. Alors, on a d'autres exemples ici, de cinéma ou théâtre, hein, donc à Miami. On a eu, Thomas Lam, hein, qui, en a construit un certain nombre d'ailleurs. Vous avez des couleurs pastel qui sont intéressantes. Je crois que souvent on appelle ça la déco, tropicale, hein. Et donc, bon, alors à gauche, l'exemple, heu, bon, enfin les 2, bien sûr, sont fonctionnels, on va dire, et celui à gauche est devenu, le siège du, World Law Symphony, et on voit ça dans un certain nombre de gratte-ciel, à New York aussi. Oui, c'est du stu qu'on utilise un petit peu, on a des matériaux locaux, on a aussi du béton, et la pierre locale, hein, qui est utilisée, hem et donc, dans sur la photo précédente, on voyait les blocs de verre, hein, qui sont aussi assez présents dans l'architecture à Miami Beach. Et ce qui est intéressant, ici aussi, Becky Wilson, dit que donc l'architecture de Miami Beach est très, comment dire? Est de l'art déco démocratique, hein, parce que c'est utilisé on utilise des matériaux, pauvres pour, comment dire? Les classes moyennes, on va dire. Voilà. Et c'est très parlant en effet. On s'amusait, ici, parce on voulait choisir une, comment dire? Un exemple de bijoux précieux, et donc, vous avez ici, de Van Cleef, justement la maison, d'Hortense, hein, une cage à oiseaux. C'est, une commande très spéciale. En fait, on a une série de designs dans les archives de la maison, et dans cette série, on voit donc, une cage en or avec différentes formes d'ailleurs, il y a pagode ou pavillon, enfin bref. Et après, il y a un certain nombre de designs qui, se changent un petit peu en aquarium, et il y a une plaque qui dit: «La maison d'Hortense», voilà. Donc bon, a priori, on dirait, en tout cas c'est l'histoire, hein, que c'est un maharaja, qui a passé cette commande pour sa femme Hortense, voilà, et elle, serait, comment dire? La fille, des, créateurs de la maison. Voilà, et donc, et heu, en fonction du temps, on va dire, l'oiseau peut descendre, et puis après on peut, en faire, une cage à oiseaux. En fait, ce qu'on veut on veut attirer votre attention sur, la préciosité, hein, de cette pièce. Hem, la personne qui a, passé cette commande a ajouté par la suite un certain nombre d'éléments, et on pensait que c'était vraiment, comment dire?
intéressant de montrer ça So pour faire un petit peu ce parallèle entre l'architecture et la joaillerie. Alors, we on wanted to voulait also talk to you aussi, about what does Art Deco montrer, comment translate l'art later déco, styles. se We traduit can dans les really styles jump into the 60s un peu and plus modernes. even Donc dans les années concrete 60 becomes où, sort of this le béton devient norm. un petit peu, Since une you know norme. On a Le Corbusier par his exemple ideas, avec, Beyond the Corbusier, cette he idée was merveilleuse, hein, actually not donc ashamed of lui, using concrete and était showing it. And one of the enfin later aucune honte à utiliser du huge béton et à le architects of his montrer d'ailleurs, time, hein. who was known for Hem using Et concrete and donc, showing voilà, it. He wanted il people voulait to see qu'on the voit structure. les His structures, buildings are hein, known to be massive and ces monumental, bâtiments but sont souvent it's his style monumentaux, hein, in this mais c'est son Institute for style, hein. Biological Studies in Lausanne. He Hem, also did on a ici, l'Institut, structures in India. pour, He did les études the biologiques, hein, Yale de Louis University Kahn, par Art Museum. exemple. A great, well-known Hem, architect. And un we have architecte très connu, architects hein. who Après, dabble in on a jewelry in the aussi, middle. Giuseppe Uncini, who's l'exemple de actually his Giuseppe, artworks are Uncini, Cemento qui nous Armato, présente right? un collier It's en a argent sort of et reinforced béton. concrete. Mmh. He does these Et walls of donc concrete and you can see the structure holding it on together. on And he voit en fait, il experiments with fait jewelry. We go from des nacre to expériences en mica, fait, one of hein, our de pet themes of joaillerie, the day, en using utilisant, cement and du ciment, en silver. And utilisant, we have a young de, German creator, l'argent Kathleen également. Et Hennemann. puis on She's a a un autre Chinese. She exemple lives in de Hamburg. Kathleen Hennemann, She je crois says qu'elle est à Hambourg et concrete qui dit, obsession for the heu: last 16 «J'étais years. I obsédé, find it par has le its béton». own Je trouve formal qu'il language and y a it une also allows you, expression as you dans le are, béton to qui est turn très it into intéressante, other qui permet de faire materials. beaucoup plus So here qu'avec she d'autres creates a matériaux. Et ring, donc which elle a is a créé square, ici, and she's une bague playing et donc with elle joue inverted avec, hein, design. le And design we thought it ici. was just a Et on fun trouvait que parallel c'était to un show how parallèle assez intéressant architecture, pour montrer some comment un architects certain and nombre designers, they d'architectes, really de are designers sont interested in creating intéressés jewelry par, as la well. joaillerie, And la speaking création of the de bijoux. two, Et alors on a the aussi un architect autre, is Nicolas exemple qui nous vient Piccoli. d'Italie, n'est-ce pas? Right. This is Oui, alors, again like en the effet, on a une juxtaposition juxtaposition entre between architecture l'architecture and jewelry. et It's la very clear joaillerie, here with the use of avec, the triangle as a l'utilisation module du for triangle comme, this module. Mmh. the Vous avez, entrance ici, Metropolitano l'entrée in du Milan métro de was Milan. awarded like this Donc, le project projet a été by remporté Franco par Albini. Franco Franco, again, Albini, Bob qui Nova était, was un architecte, awarded the Compasso d'Oro, the prestige heu, as a qui designer est très connu et, award in donc, il 1964. a, And remporté ce around marché donc en 10 years 1964 et later, 10 ans, Franco plus tard, Albini Franco Albini designed a this également, necklace, this créé parure with cette earrings parure, donc for collier Saint et, Lorenzo, bijoux which pour, was a Saint-Laurent. company, a Voilà. workshop of Et donc silver on a, objects comment dire, founded by Ciro Cacchione in de l'argent 1970, qui est and he utilisé, hein. invited architects Et en and fait, c'était, designers, among them une Albini, réunion d'un certain nombre Michelengi, d'architectes, Scarpa, to design qui ont travaillé à modern and un certain functional nombre de jewelry. bijoux qui ont été présentés ensemble ici. Yeah, so in Milano, a key center of Et design alors, and si on passe maintenant, à l'ère era, post, emerges the moderniste, Memphis Group, also donc, organized in on Milan, passe ici au which is groupe, a group of Memphis. designers C'est un and groupe, architects that d'architectes et de to create designers, a new qui travaillent ensemble à une aesthetic nouvelle in esthétique everyday qu'on peut life. utiliser au Here we have quotidien. the Vous avez interior ici, of Armand Chiaotti's gallery, l'intérieur, which shows apparent d'une, stereotypical, d'une galerie, childish and naive qui pourrait fashion, but être, beyond un this appartement, vous aesthetic, voyez? Et fun donc, and bon, vous colorful voyez ici un petit playful, peu de toutes les themes, couleurs, de there's la yeah, joie, very rich c'est cultural également, comment dire, des references références from artistiques très, German riches, Bauhaus, très, from prononcées. culture, La culture from pop aussi, abstractions, qui est représentée ici. the Euh, on a le constructivism. constructivisme, So it's russe very également qui est, rich représenté. cultural Donc on voit influences. beaucoup And d'influences qui se the retrouvent ici, un peu dans ce, same bouquet, unconventional, playful et, aesthetic was applied to the ou jewelry une by approche Memphis Group polyvalente, hein, artists pourrions-nous dire which was aussi. Arturo Success, who Et, was the ce qui est founder intéressant, c'est que of this le group. fondateur, hein, de ce He groupe, also hein, have qui a travaille aussi foundation sur with la céramique et, Ciro, sur le verre, et donc là, they il created a crée new un nouveau concept of jewelry concept de as bijoux design comme object, not objet only a design. Pas wearable uniquement quelque chose ornament, qu'on peut but a porter, wearable mais un function. objet d'art qu'on peut And here présenter. Donc we ici, par use exemple, un different certain nombre materials such as lapis lazuli, but also comment smaragdis, dire, and still de in the pierres utilisées, de matériaux qui sont, coral and utilisés, little corail, characters lapis and lazuli, iconics, voilà. and all these Et vous avez les formes pictograms géométriques, were ici qui set sont, across this représentées, well-known sur, triangular un very plateau, structural métallique, aesthetic voilà. way. Et What's donc, bon, lovely c'était pas about here nécessairement agréable was à porter, it mais, manifested c'était, comment success in dire, new une aesthetic options expression across the world. de To ce It's nouveau, marble art. What mouvement, kind of disons, marble voilà. art is jewelry, aren't we? sorry.
Alors, on peut peut-être faire un petit saut en arrière à Miami et New York, peut-être? Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, il faut regarder un petit peu les canaux hein, de diffusion de l'art déco. Les transats étaient souvent utilisés. Donc ici, vous avez le poster d'ailleurs qui a été créé par Paul Collin. Donc, il faisait les publicités hein, pour les transatlantiques de la General Company. Et au milieu, vous voyez ici une salle à manger, la grande salle à manger de la première classe du paquebot Normandie, qui était euh, le plus rapide et le plus grand des navires ou paquebots de la Transatlantic General Company. Et avec une sculpture qui est de Lamar, avec un certain nombre de créations de René Lalique pour l'éclairage notamment, Paul Iri pour les jardins d'hiver, Jean Dunand aussi a participé. Enfin bref, ce que l'on voit ici hein, sur cette photo, c'est pas euh, uniquement ici un moyen de transport, c'était une galerie d'art, c'était quelque part une ambassade du goût à la française. Voilà. Vous avez une photo à droite hein, de deux passagers de la Normandie, donc on a Jean Patou et Thérèse Bonnet, qui était journaliste américaine et qui faisait partie hein, du mouvement avant-gardiste et qui a eu on va dire une influence en Amérique notamment. Donc les passagers s'arrêtaient à New York ou parfois certains allaient jusqu'à à Miami hein, pour y retrouver le soleil. Et donc vous voyez ici euh, comment dire, cette broche hein, qui représente un petit peu le climat que l'on retrouve à Miami. En effet, euh, il y a une référence à un film des années 40, alors je sais pas si c'est 1940, mais en tout cas c'est créé par Horace Anini, hein, et donc c'est le nom de l'entreprise parce que bon, bien sûr c'est une contraction de Oreste et Anini, donc une très bel exemple de bijoux, broches en verre, euh, céramique, on va dire, et ça représente un petit peu le courant de cette période-là, hein, l'utilisation, comment dire, l'utilisation de ces matériaux, on va dire, pauvres pour exprimer quelque chose de beau. Voilà. Vous avez les différentes couleurs aussi. Il y a une manière aussi de représenter le glamour un peu. Oui, en effet, en effet. Alors ici, donc, on est à Miami, et donc on a, comment dire, une juxtaposition ici. Donc on a, comment dire, une carte postale qui représente un bâtiment donc de Miami. Les cartes postales étaient souvent utilisées dans les années 40, dans les années 50 pour promouvoir nouvelle architecture, pardon. Donc ici, nous avons l'hôtel Commodore qui est situé à Miami Beach et comme vous le disiez, hein, donc on voit l'influence un petit peu du monde, comment dire, de la mer, hein, des paquebots transatlantiques, un petit peu dans le style. Euh, et d'ailleurs, le nom, hein, le Commodore, qui est un capitaine de navire, hein, qui commande une division navale, voilà. Et cette inspiration prend vraiment tout son sens hein, dans une ville qui est proche de la mer. Voilà. Et vous avez beaucoup d'éléments décoratifs et l'utilisation de la géométrie dans l'architecture et dans la joaillerie. Par exemple, ici, vous avez cette broche sur la gauche, donc qui est de Théodore Farner. Et donc vous avez donc l'utilisation de pierres semi-précieuses, le corail, le lapis. Et ce qui est intéressant concernant Farner, donc lui, il est passé par la Kunstgewerbeschule de Weimar.
et qui était à l'origine de ce qui est devenu plus tard le Bauhaus. Très bien. Bon, alors nous voudrions aller maintenant à New York et faire un parallèle entre l'architecture française et l'architecture de New York. Parce que bon, bien sûr, il y a des échanges d'idées, il y a des formations qui se font en France notamment. Donc on a ici un exemple de Richard Morris Hunt. Bon, ce bâtiment n'existe plus. Il a travaillé sur le musée du Louvre, hein, quand il y a eu l'extension qui a été faite dans les années 1860, hein, pendant la période de Napoléon III. Il a également travaillé sur le musée métropolitain de New York, pardon. Et donc voilà, ils ont tous fait un passage à cette époque, hein, en France. Un de mes bâtiments préférés, hein, c'est ce bâtiment qu'on voyait au milieu, qu'on appelle le American Radiator Building, donc le radiateur américain. Et donc vous voyez un petit peu ce néo-gothique qui transparaît un petit peu dans ce bâtiment, dans ce gratte-ciel, vous voyez. Bon. Et donc en fait, on a ici un Français, hein, qui est venu pour donner un petit peu cette touche de française à, euh, à, à l'Amérique. Voilà. Un, un certain nombre de noms très connus, hein, qui sont passés par là, et des noms français, mais qui sont en fait américains. Euh, donc vous avez Raymond Hood, André Foliot, notamment. Et donc à droite, vous avez aussi donc une photo. Donc c'est le bal des architectes, hein, de la Société des Beaux-Arts, et on appelait ça la fête moderne. Voilà. Et où il y a un certain nombre d'architectes connus, Schultz par exemple, qui est le deuxième ici. Vous avez le musée de New York à droite, et puis bien sûr William Van Allen, qui est déguisé en comment dire, le gratte-ciel Chrysler Building. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, son costume ressemble un petit peu aux portes de l'ascenseur, là, le costume égyptien. Ça, c'est assez intéressant. Et c'est au milieu de la période de la Grande Dépression, vous voyez. Donc, c'était une manière d'essayer de sortir un petit peu de la tristesse de l'époque et créer ce lien entre la France et les États-Unis. Et alors ici, donc on revient à Miami. Donc, vous avez une entrée à gauche, donc du bâtiment Smithsonian, et la façade Art déco, à l'intérieur du hall. Euh, alors le bâtiment avait été démoli dans les années 80, et donc il a été sauvé, et donc on l'a récupéré ici. Vous avez un certain nombre de motifs, hein, qui sont représentés ici, et donc qui sont très représentatifs de l'art déco. Et vous avez aussi donc euh, comment dire, sur la droite, une représentation un petit peu de cette comment dire, de cette fontaine. Et puis dans le centre, on a aussi dans ces publicités Van Cleef et Arpels. Ce qui est très intéressant, la dernière fois qu'on est revenu, la pièce, hein, à droite, la photo lui ne rend pas justice, hein, parce que cette pièce est monumentale, c'est incroyable, c'est très émouvant de le voir. Enfin, je le vois ici, hein, sur le diapo, mais moi je l'ai vu en vrai. Et d'ailleurs aussi, si on prend la pub de 1927, hein, donc de René Sim Lacaze, qui était partenaire de René Plisson, et et on voit vraiment l'esthétique art déco, les cheveux courts, les beaux, les belles boucles d'oreilles, le sautoir, le collier. Et puis on a ce motif tout en bas qui pour moi est vraiment la combinaison de fontaine et de gratte-ciel. Donc vous voyez, on a deux des thèmes qu'on a abordés à l'instant. Et bah oui, c'est une pièce qui était très très luxueuse, avec diamants et émeraude. Donc voilà. Alors, on ne peut pas, comment dire, ne pas mentionner Raymond Templier, donc la Freedom Tower, hein, donc et qui est vraiment, comment dire, un symbole, hein, de liberté. Euh, Sylvia nous expliquait ça hier. C'est devenu un petit peu comment dire, le point central, hein, pour les Cubains qui fuyaient, qui venaient s'installer ici.
Heu et donc on voit vraiment ce style néo-méditerranéen, inspiré des bâtiments du 13e, 14e siècle, ouais et l'entreprise, Fuller a également, heu, travaillé donc, sur le Flatiron qui est, un bâtiment iconique, permettez-moi l'expression, de New York, voilà. Donc, et les Raymond Templier, donc, ces bijoux, ces boucles d'oreilles que l'on voit et bon, il y a vraiment, tellement de pièces qu'il a, données en fait au musée. Vous pouvez aller, les voir, heu et et vous voyez donc ce mariage avec, l'architecture, Raymond Templier a vraiment, travaillé sur, cette inspiration des machines, le bruit de la ville. C'est vraiment un joaillier, moderne et donc, il y a heu, un autre exemple que je voulais vous donner, ici, et qui a, fait beaucoup parler de lui, c'est comment dire? Comme c'est une espèce de un bracelet bandeau et en fait, chaque section a été créée individuellement. Donc on a des diamants qui sont, coupés de manière différente, à une baguette notamment et qui représentent en fait, heu New York. Vous avez le pont de Brooklyn, vous voyez le Empire State Building aussi. C'est très, très intéressant, hein. Ce bracelet Guizot, on pense qu'il y a peut-être 2 Guizot. Il y a peut-être une famille Guizot d'Argentine qui était également joaillier et qui avait une boutique à Paris, mais il y a également une autre, famille Guizot qui probablement est, à l'origine de cette, pièce. Donc c'était 2 heu 2 partenaires qui ont dû créer, donc cette boutique et voilà, qui a coûté, énormément, enfin, c'est incroyable et à droite, bon, hein, on reconnaît tous ça, n'est-ce pas? Donc on a la flamme de la Statue de Liberté. Mmh. C'est vraiment très intéressant, pour nous, parce que, bon, bien sûr, nous, on cherche toujours un certain nombre de pièces de différentes, comment dire? De différentes origines et voilà, c'était vraiment un bel exemple de l'utilisation de matériaux qui ne sont pas précieux, mais avec beaucoup de finesse, voilà et Marcel Boucher, en l'occurrence, qui est à l'origine de cette pièce, très, très talentueux, travaillé avec Cartier notamment, puis ensuite est allé aux États-Unis, il a ouvert son atelier à New York, et donc cette broche donc a été créé en 1942. C'était une manière de célébrer, comment dire, d'espérer de la victoire pendant la guerre. Et le dialogue transatlantique a continué à vivre à travers le travail des artistes et plus particulièrement les travaux d'ornement. Et nous le voyons particulièrement ici dans notre designer préféré qui était Jean Dunand. Il mélangeait l'influence asiatique avec les créations de nuances et de notions africaines, comme nous le voyons ici dans le collier qui est inspiré de l'art africain dans les années euh, 30, où nous avons vu que à travers, ses voyages, de par, le monde en Asie, il a appris au Japon particulièrement la technique, de, Kokeim au début, des années 1920. Donc ils ont utilisé, cette technique, d'ornement métallique, dans, des alliages, métalliques, faits d'argent et comme nous le voyons dans ce collier et ce collier-là a été porté par Joséphine Baker, qui était une amie très proche de Jean Dunand et ici, nous avons un autre portrait fait par Jean Dunand pour, madame Agnès en 1925, qui était l'une de ses clientes, qui, portait ses bijoux. Il, l'utilisait pour développer et explorer les techniques, de composer de laque doré, argenté et rouge. Et ici, nous le voyons dans le portrait de madame Agnès, qui,
porte ces couleurs-là et illustre ce bijou qui se fond dans le vêtement ici. Nous voyons aussi euh, un autre, euh, un autre grand panneau en lac rouge et en or pour l'intérieur du paquebot le Normandie que nous voyons ici sur le côté droit de la diapositive. Et certainement, ce panneau a voyagé depuis Le Havre jusqu'à New York et nous voyons cet incroyable travail décoratif où nous avons une commande pour 2 copies qui a été faite par Madame Agnès pour son mansion, pour son hôtel particulier à Miami. Et ici, vous voyez sur l'œuvre une invitation luxurieuse à la scène de la chasse, comme vous pouvez le voir, avec ces couleurs extrêmement fortes, radicales, qui mettent en relief la scène et qui sont inspirées particulièrement par le nouvel art égyptien qui avait commencé dans les années 20. Et c'est très intéressant que vous le dites parce que nous parlons beaucoup de l'art déco qui était une assimilation de plusieurs styles. Et maintenant que nous revenons à la fin de notre session, notre ami Michiko, je ne l'ai pas dit, est connecté depuis Paris et collecte toutes vos questions auxquelles nous allons essayer de répondre au maximum. Au maximum. Merci beaucoup Michiko qui nous suit de manière extrêmement particulière et j'ai oublié de la mentionner. Merci encore pour votre travail. Et une autre source d'inspiration pour les bijoux et l'architecture dans l'ère de l'art nouveau était le mouvement artistique victorien, hein. Comme vous pouvez le voir ici, au début du 18e, du 20e siècle, nous avions l'expression des artistes et des architectes qui voulaient exprimer la vélocité des processus et du temps à l'époque à travers des mouvements géométriques, des couleurs extrêmement vives, comme nous pouvons le voir ici avec Luigi Russolo dans l'œuvre Dynamisme d'une voiture et un autre bijoutier très connu qui était Raymond Templier qui représente ce même mouvement dans cette broche qui reprend ces formes en flèche pour rappeler le mouvement rapide et qui rappelle aussi le mouvement de l'eau, comme vous pouvez le voir avec ce mélange de couleurs bleues avec la platine et le jeu de lumière des diamants qui rappelle le mouvement et la lumière de l'eau, mais aussi des villes modernes telles que New York. Et oui, nous le voyons dans l'expression architecturale du building Chrysler à New York, sur le sommet où nous avons ce rappel du mouvement fluide repris par d'autres artistes comme nous venons le voir avec le jeu de lumière du verre qui reprend la lumière du ciel et qui la reflète sur toute la ville. Et toute cette influence du futurisme et de la célébration de la vitesse, des machines, des processus, de l'industrialisation sont repris justement dans ces œuvres architecturales. Et c'était aussi beau à l'œil pour nous tous. Donc ici, une fois de plus, nous revenons à Miami avec l'hôtel Impérial. C'était intéressant de voir la trousse de toilette de Van Cleef Arpels ici qui rappelle le mouvement et les formes géométriques que nous retrouvons dans d'autres immeubles, comme vous pouvez le voir, avec ces formes géométriques symétriques. Mais à l'intérieur de cette géométrie, nous avons des lignes, de la symétrie et de la décoration. Et
Cette trousse de toilette qui a été conçue par Van Cleef Arpels est intéressante parce que nous avons trois parties marquées par les formes géométriques rectangulaires, imbriquées l'une dans l'autre et à la fois le rappel des formes végétales que nous voyons dans l'ornement en diamant et onyx sur la surface. Et donc, c'était une caractéristique particulière, reprise, que ce soit à l'architecture ou à la joaillerie sur la décoration en émail. Et c'est un travail extrêmement incroyable, cette technique complexe qui est un élément clé de l'ère de l'art déco et qui permettait aux femmes libérées de l'époque de porter leurs accessoires et leurs rouge à lèvres. Le noir et blanc à Miami, sur cette photo, nous avons deux exemples de bijoux qui sont des éléments typiques de l'art déco. La première est faite par Karl Kast, qui ce sont des boutons de manchette. C'est un artiste allemand et rappeler les formes triangulaires. Et donc, il rappelle aussi le mouvement de vitesse, l'inspiration pour le futurisme. Et de l'autre côté, nous avons un pendentif fait par Wewin Nielsen vers 1938. C'est un motif qui est géométrique et qui rappelle les temples avec les différentes références du style global d'Art déco et l'utilisation du blanc et noir, bien entendu, une fois de plus, rappelle le contraste de l'art déco. Et l'histoire de ce pendentif est très intéressante car il est signé par Nilsson et il a été fait pour une cliente à New York et il est exposé au Wolfsonian en tant que célébration des motifs et des formes géométriques. Et au centre, nous avons ce rappel des boucles d'oreilles faites par Raymond Templier. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de rappeler ces boucles d'oreilles emblématiques qui rappellent le Empire State Building de New York. À l'époque, il était l'immeuble le plus haut de son époque. Si nous voyons l'Empire State Building, nous voyons qu'il y a tout ce besoin technologique et architectural pour permettre à ces immeubles d'atteindre les cieux où nous avons cette structure géométrique. Au-delà de cela, nous avons beaucoup de films qui ont été filmés à l'époque, Templier qui a créé ces boucles d'oreilles sous la forme de Empire State Building. Et c'est très intéressant de voir qu'il a eu cette inspiration et qui sont extrêmement similaires avec d'autres bijoux, tels que le bijou de Paolo Portoghesi, nous venait de Sapienza, qui participait aussi à la Biennale et qui disait que le modernisme était extrêmement important et qui a repris la création du collier ici que nous le voyons, qui rappelle les formes et l'architecture du Empire State Building. Donc une fois de plus, nous montrons le lien entre l'architecture et la joaillerie qui est de plus en plus évident. Avant de conclure, quelques exemples contemporains tels que ce bijou fait par Frank Gehry qui a appliqué son style organique déconstructif à cette bague, ce bague appelé poisson en argent sterling, et Zaha Hadid qui a créé des bijoux qui sont extrêmement inspirés par son style architectural. Nous avons ce bracelet torsadé. Elle voyageait beaucoup et donc elle voulait apporter avec elle son architecture et c'est pour cela qu'elle a créé ce bijou, ce bracelet très beau qui rappelle son travail. Et il faut aussi savoir qu'elle a beaucoup vécu à Miami pendant une longue période.
Peut-être juste avant de finir, il y a cet esprit de modernisme qui s'est beaucoup développé à Miami, qui était l'une des villes avant-gardistes dans le style architectural. Nous avions ce bâtiment immeuble Atlantis à Miami qui rappelle tout, tout cet esprit art nouveau avec cette façade en verre extensive qui reprend des formes géométriques bien visibles, qui se démarquent avec des couleurs très vives, qui nous rappellent une fois de plus le lien de l'architecture avec la joaillerie. Il faut savoir que ces formes architecturales bien uniques, ont inspiré, la création de beaucoup de bijoux, comme nous le voyons ici dans la création de Michele De Lucchi. Il faut savoir aussi que nous avons le district du design à Miami qui s'est beaucoup développé. Nous avons récemment Nicolas Boeuf qui a créé un garage du design et Tommy Riley était un architecte et il a déménagé à Miami et il a invité de jeunes architectes à collaborer avec lui et chacun d'entre eux a pu orner une partie du bâtiment. Nicolas Buff, qui était un architecte et un designer français, a créé l'entrée de cet immeuble. Et sur cette entrée, vous pouvez voir sur la façade les différentes influences dans son travail qui viennent des mangas, des animés japonais. Et de par ce travail, nous voyons qu'il a un amour pour le style rococo et baroque. Et lors de la même année, il a aussi créé des objets d'art tels que des bijoux en collaboration avec Sèvres. Ici, nous avons une combinaison, par exemple, de porcelaine et d'autres pierres qui sont de couleur rose et de l'onyx vert. Donc, il y a une façon très joueuse à représenter les bijoux tout en étant inspiré des mangas. Et c'est intéressant de voir aussi d'autres travaux. Nous voulons apporter votre attention sur ces éléments d'inspiration dans le travail de Van Cleef Arpels. Nous avons l'ensemble Heaven Scraper qui est inspiré du Plaza Hotel de New York, comme vous pouvez le voir. Et Van Cleef Arpels a bien mis en valeur le thème de cette année qui était l'art nouveau et l'art déco. Et nous avons cette collaboration entre le blanc et le noir mis en valeur par des perles et des diamants et était inspiré par les toits de l'époque de néo-renaissance parisienne. Et bien entendu, avant de finir, nous voulions juste vous rappeler ce projet qui est en train d'être construit à Miami avec cette idée d'avoir les fontaines qui invitent les personnes de par le monde, de par le globe, à venir à Miami. Et c'est Saint-Bonnet qui a créé ce pont extrêmement beau et nous avons la même création de Sambonnet qui rappelle le bracelet You and Me, qui rappelle ces mêmes formes. Donc, on voudrait conclure sur cette belle citation euh, qui résume bien notre conférence et notre session. Cette citation est de Le Corbusier en 1923, où il représente bien le travail de l'architecture. L'architecture est le jeu savant, correct, magnifique, des volumes assemblés sous la lumière. Et je pense que ça représente très bien le travail de la joaillerie lié à l'architecture. Et nous concluons donc sur cette belle photo du Le Corbusier, Charlotte Perriand, Joe Bourgeois, Jean Fouquet et Schofield réunis pour nous accompagner dans la conclusion de cette conférence.
Je vous remercie pour votre intervention, pour la qualité de votre présentation. Et pour conclure, il y a notre chef-d'œuvre ici, Wolfsonian, qui est un tableau, une peinture qui illustre les bâtiments achevés de Schultz et Weaver, et qui sont des architectes entre 1921 et 1936. Nous avons des bâtiments de New York et d'ailleurs. Nous avons le Grand Hôtel aussi en Floride, l'autre hôtel à Palm Beach, The Plaza qui était à Miami et qui a été démoli. Et derrière, nous avons le style méditerranéen que nous retrouvons en Floride. Et derrière, tous les bâtiments et les ornements art déco du Wolfsonian qui sont présents aussi à New York. C'est un canon de l'architecture. Nous allons, pour ceux qui ont le temps, nous avons encore quelques minutes pour les questions, si vous êtes encore là parmi nous. Au-delà de cela, nous avons de prochaines conférences qui arrivent en plus des cours que nous proposons à Shanghai, à Hong Kong, au nom de l'école, à Paris aussi. N'hésitez pas à venir nous rendre visite et nous voulons prendre le temps pour quelques questions. Alors, est-ce que on aura donc une exposition à Miami? Oui, oui, bien sûr, on aura euh, une expo qui est prévue en 2027. Ok, donc là on a une question, Morgan, qui est notre spécialiste. Donc, pourquoi est-ce que les matériaux précieux sont moins présents? Est-ce que c'est du fait du contexte de la période? It could be linked to the Écoutez, ça ideas pourrait, comment dire, être en lien plutôt avec l'idéal, hein, un petit peu, comment dire, représenté par le Bauhaus, cette démocratisation hein, de l'art, l'art pour tous, et aussi parce que on met plus d'importance sur la composition et l'expression de la composition euh, exprimée par le bijou que le côté luxueux, on va dire, hein, oui, du matériau. Ça, c'est très intéressant, surtout quand on parle d'avant-garde d'ailleurs, parce que en effet, hein, il y avait bien sûr la joaillerie luxe, bien sûr, mais c'est vrai que si on parle de Templiers, Sandoz et Fouquet d'ailleurs aussi, hein, qui préféraient, on va dire, être des pièces un peu plus sobres aussi. Alors, on a une question aussi, euh, qu'est-ce que Jean Fouquet est-ce que Jean Fouquet a redéfini la notion de joaillerie? Oui, c'est vrai, parce que il a utilisé des nouveaux matériaux, en fait. L'émail, notamment, mais pas uniquement. Quand Georges Fouquet faisait de l'art nouveau, donc il a, euh, comme j'ai dit, hein, introduit hein, l'émail et il a fait cette transition, je dirais, de l'art nouveau à l'art déco. Et pas uniquement avec l'aide de son fils Jean, mais avec un certain nombre d'autres designers, Louis Fertet, Desrosiers. Il y avait beaucoup, beaucoup de collaborations, je pense, à cette époque, et c'est très intéressant, et ça se ressent partout. On peut en prendre une dernière, peut-être? Oui? Alors, c'est une question concernant le design des stations de métro. Alors, il y a eu un certain nombre de réflexions. Attendez, j'ai lu quelque part et que les représentations en verre sont beaucoup plus rares. On vous a montré hein, la bouche du métro d'Abbesse, hein, qui est très, très, très iconique, disons. En tout cas, bref, je crois que bon voilà, on arrive à la fin. C'était super de pouvoir passer ce temps avec vous. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici à Miami. Merci Moon d'avoir fait ça avec nous. Merci Sylvia de nous avoir reçus. Merci Michiko et merci Chloé hein, et toutes les personnes hein, qu'on ne voit pas et l'équipe technique d'ailleurs hein, qui ont permis de rendre ceci possible. Et on vous revoit bientôt j'espère. N'oubliez pas qu'au Japon, au musée Athènes, il y a une expo avec un certain nombre de pièces de Van Cleef Arpels notamment. Et Moon y sera avec Patricia. Donc voilà, avec ceci, au revoir et à bientôt.